cohorte, fait Oui, que tu es capable de partager ton écran. Moi, en même temps, je vais pouvoir gérer tout ce qui est dans la salle, notamment ajuster, couper les micros qui sont pas coupés, qui empêchent justement de pouvoir mieux fonctionner. Donc, je pense qu'on va pouvoir te laisser et puis voilà, merci beaucoup. est-ce que vous voyez mon écran avant de commencer? Oui, je vois planification des Ah, risques, parfait, voilà, parfait. avec, ouais, La petite image. ouais, c'est ça, ouais, Bah, avec bah, l'image en prom- rouge. Oui. Premièrement, je te remercie beaucoup, cher collègue Siba Théodore, pour l'occasion. Ça m'a fait tellement plaisir d'être parmi vous. Donc, sans plus tarder, je sais que j'ai juste une petite heure. Je vais directement commencer ce module de la planification des risques. On va parler plus de la planification et on va voir juste pas en profondeur les deux autres processus qui restent, à savoir l'exécution prise des réponses. Ouais. Donc, Emad, allô? oui, oui, Ben, dans le fond, t'inquiète, hein, ben, si, même si tu vas au-delà d'une heure, c'est pas grave. Ben, si tu peux commencer par peut-être te présenter, surtout qu'ils sont habitués déjà, ils sont en gestion de projet. Donc, leur parler un peu, tu es certifié, Prince 2, PMP, je pense que il n'y a pas de problème, il n'y a pas de. Disons, moi, c'est vraiment ton temps, parce qu'après après ta présentation, ça serait fini pour aujourd'hui, fait que il n'y a pas de contraintes ok, spécifiques, quoi. Donc, c'est bon, tu peux parfait. commencer par te présenter, et puis voilà. Ça, C'est bon, je c'est veux très juste bien. bien respecter le temps alloué, Ah non, mais t'inquiète, ouais. Tu peux aller, il n'y a pas de problème pour moi, il n'y a pas de souci. comme, comme mon collègue Sébastien m'a présenté au début, je suis Emad Tidare. Actuellement, je suis dans les dernières phases de ma thèse de doctorat à l'EQTR. J'ai un MBA en gestion des entreprises et une maîtrise en stratégie et direction des entreprises. Côté gestion de projet, j'ai la certificat Prince2 depuis 2015 et dernièrement, en 2022, j'ai eu la fameuse certification de PMP. Donc, dans ma thèse, je m'intéresse plutôt à la relation entre la gestion de projet et la gestion de changement et l'impact de cette relation sur les projets de changement organisationnel. Donc, c'est cela vraiment mon cœur de sujet. Et autour de la gestion de la gestion de ce projet, on étudie également la gestion de risque, la gestion de l'engagement des parties prenantes et de l'ensemble des domaines de connaissances. Donc aujourd'hui, j'aimerais bien vous parler, si bien sûr, si vous me permettez, de la gestion ou la planification de risque. Donc, j'ai cherché par quoi commencer ma présentation. J'ai pas trouvé quelque chose qui est meilleur à cette photo, qui un, un peu, un petit peu résume toute la discipline de la gestion de risque, à mon avis, bien sûr. Donc, quand on voit, il y a une personne, on va appeler ça des dégâts. Il y a une personne qui va arrêter ces dégâts. Donc, pour le reste du projet, si on peut considérer ça comme un projet, que le reste du projet va rester intact ou on ne va pas subir assez de conséquences négatives. Donc, pour aujourd'hui, pour la séance, donc, on va commencer par une petite introduction, pourquoi on parle de la gestion de risque, et on va faire des définitions de concepts de base. Après cela, on va directement aller voir le cycle de vie de la gestion de risque et on va terminer avec une petite conclusion. Donc, pourquoi d'abord on parle de la gestion de risque? Parce que l'environnement aujourd'hui, l'environnement des affaires en général, il est caractérisé par une hyper-concurrence et par l'incertitude plus que jamais. Donc, pour naviguer dans cet environnement qui est caractérisé comme ça, les entreprises en général ont besoin d'une stratégie. D'accord? Et qui dit stratégie, dit la gestion de projet, il y a une relation étroite, il y a une relation entre les deux concepts, c'est que on peut conjuguer ou concrétiser une stratégie par l'utilisation d'un ensemble de projets. Donc, l'entreprise, il a une stratégie. Comment on va réaliser cette stratégie? On peut utiliser plusieurs projets. Et qui dit la gestion de projet, on a la gestion de risque qui est une composante principale de cette discipline. Malgré tout cela, il y a des chefs de projet qui ignorent et qui évitent de procéder ou d'exécuter des processus de la gestion de risque pour beaucoup de raisons. Ce n'est pas l'objectif de la science de les nommer. L'essentiel, c'est que la gestion de risque, c'est une composante principale de la gestion de projet, mais malgré cela, on trouve des chefs de projet, des project managers qui ont tendance à l'ignorer.
Donc, avant d'aller plus loin, on doit commencer par des définitions. La première définition, on doit définir c'est quoi le risque d'abord. Donc, tout simplement, je ne vais pas tarder beaucoup sur cette partie du concept, ou toute la partie théorique, si vous voulez, on peut l'appeler comme ça. C'est un événement qui est potentiel, donc c'est pas quelque chose qui va arriver certainement à 100%. D'accord? Donc, c'est un événement, dans l'occurrence, et pourrait impacter soit négativement ou positivement un projet. Quand toujours on parle d'impact d'un projet, on parle de livrables, des objectifs, de déroulement, de l'exécution en général. Donc, ce genre de risque, on l'appelle aussi des risques individuels. On a deux types d'impact. Donc, on a ce qu'on appelle les opportunités, c'est des risques positifs, et on a les menaces qui ont un impact ou des risques négatifs. Le deuxième concept que j'aimerais bien qu'on le définisse ensemble, c'est le risque global. Donc, c'est tout simplement la combinaison de tous les risques, incluant les risques positifs et négatifs, qu'un projet va avoir. Donc, c'est ce risque global qui va nous déterminer si le projet est risqué ou c'est un projet qui n'est pas risqué. Alors, ensuite, on a un concept également qui est l'urgence. L'urgence, tout simplement, c'est le délai dans lequel une réponse doit être exécutée pour être efficace. D'accord? Donc, si par exemple, on prend le cas de la COVID, on a vu des pays qui ont déjà des plans. Donc, le COVID est présent sur le territoire de chaque pays. Donc, combien de temps on a besoin d'appliquer des mesures, soit proactives ou réactives, pour limiter les dégâts, pour être efficace. Le deuxième concept qui est aussi lié à la notion de temps, c'est la proximité de temps. C'est le délai avant que le risque ne puisse avoir un impact sur le projet. Si on prend toujours le cas de la COVID, donc quelqu'un qui est infecté ou qui a attrapé le virus aujourd'hui, donc on ne va pas le détecter aujourd'hui. D'accord? Il ne va pas avoir des symptômes aujourd'hui, même s'il fait des analyses, elles vont être négatives. Donc, voilà. Donc parce que la proximité dans le temps, donc si je me rappelle bien, c'était une semaine avant d'avoir les premières syndromes. La souplesse de risque, c'est la facilité, à quel degré l'unité chargée de gérer le risque, il peut gérer l'occurrence ou l'impact de ce risque. Donc, comment il peut quelle facilité il peut le détecter, est-ce que c'est un risque qui est facile à gérer ou non. Finalement, pour cette diapositive, avant de passer à l'autre, on a ce qu'on appelle le seuil de risque. Donc, ça aussi, on va le voir durant le premier processus de la gestion de risque. C'est la mesure de l'écart acceptable. À quel niveau les parties prenantes peuvent accepter d'être exposées au risque. Par exemple, si on prend l'impact sur les coûts, c'est quoi le pourcentage qu'on peut accepter? Par exemple, on peut accepter d'être exposé à un risque qui ne dépasse pas 10%, 5%, 20%, etc. Si par exemple l'impact sera sur le délai, c'est quoi le nombre de jours, le nombre de mois, d'années, etc. qu'on peut accepter. Donc c'est ça ce qu'on appelle le seuil de risque. Pour la dernière diapositive, pour les concepts, on commence par la probabilité. Donc, c'est le pourcentage qui exprime la possibilité qu'un risque se reproduise. Donc, quel est le pourcentage que le risque que nous avons identifié va se concrétiser? On trouve le deuxième concept qui est aussi très important dans la gestion des risques, qui est l'impact. Donc, quelles sont les conséquences sur le projet, comme j'ai dit tout à l'heure, sur l'objectif, sur les livrables, sur le déroulement, l'exécution, etc. Et toujours, on a tendance à lier le risque à quelque chose de négatif, mais dans le domaine de la gestion de projet, c'est l'impact soit positif ou soit négatif, donc à travers des opportunités ou des menaces. Ensuite, on a un autre type de risque qu'on appelle un risque résiduel. Donc, c'est un risque qui, malgré qu'on va appliquer des solutions, des réponses à ce risque, il persiste, il résiste, il persiste toujours. Donc, si je prends un simple exemple, dans un chantier de construction, le chef de projet a identifié comme risque donc le retard qui est dû à des conditions climatiques comme des fortes pluies. D'accord? Donc, le chef de projet, dans
sa planification de la gestion de risque, il va prévoir une réponse qui est l'installation des bâches, des abris pour Je suis éviter. parti, je vais te... Pardon? Non, vas-y, Eman, continue. C'est un micro Après, qui était ouvert, ok, j'ai fermé. il n'y a pas de problème. Même si donc, dans ce temps-là, si vous avez des questions, vous pouvez m'interrompre à n'importe quel moment. Vous pouvez, donc, c'est pas la peine d'attendre à la fin de la séance pour vous poser des questions. Vous juste suivez le rythme que vous suivez d'habitude, mais de mon côté, juste activez votre micro et posez la question directement. Alors, je disais que, par exemple, dans un chantier de construction, le risque qui est identifié, c'est le retard qui est dû à des conditions climatiques ou la pluie. Donc, le chef de projet a prévu d'installer des bâches, des abris pour, on va dire, protéger la zone de travail. Est-ce que cette réponse élimine le risque? La réponse est non. Donc, le risque de retard est toujours présent. Par exemple, si on va avoir de fortes pluies, elles peuvent encore retarder l'avancement du projet, même si on a exécuté la réponse. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le risque résiduel. Dans ce cas, le chef de projet ou l'équipe projet doit prévoir une autre réponse pour limiter l'impact, surtout l'impact négatif. Donc, le risque résiduel va nous mène à une autre idée qui est le risque secondaire. Le risque secondaire, c'est qu'on a un risque initial, on a appliqué, donc il se concrétise, on applique une réponse, mais cette réponse, il génère un autre risque. D'accord? Donc, c'est le risque qui découle de l'application d'une stratégie. Donc, je me répète, on a un risque initial, admettons, on va prendre le même exemple de chantier de construction. On a installé les bâches et les abris, mais cela peut impacter le délai de l'exécution parce qu'on a quelque chose qui nous empêche de travailler avec des grues, etc. Donc ça, c'est le risque secondaire. Donc le risque initial, c'était le retard à cause de la pluie. Le chef de projet, il a appliqué une réponse qui est l'installation des bâches, mais cette réponse a engendré un autre risque qui est, par exemple, l'empêchement de l'avancement correct du travail. Par exemple, on ne peut pas utiliser les grues et toute la machinerie de ce genre. Donc ça, c'est le risque secondaire. Ça va, des questions? On peut continuer? Oui, on peut continuer pour l'instant, oui. Parfait, parfait. Donc, le dernier concept qu'on va définir ensemble, c'est le propriétaire de risque. Donc, généralement, c'est une personne dans les petits projets, mais on peut trouver une équipe qui est dédiée et ou chargée du risque. Donc, chargée de quoi? Il est responsable de quoi? D'exécuter la réponse, de suivre la réponse et de maîtriser cette réponse. D'accord? Donc, c'est la personne qui s'occupe de risque. Par exemple, on va voir tout à l'heure les éléments déclencheurs. À quel moment, par exemple, si on prend le cas de retard, à quel moment on va dire oui, on a un retard? Est-ce que c'est le dépassement d'une journée qui déclenche le risque, deux journées, trois, etc. Donc, c'est cette personne, le propriétaire de risque, qui est chargé de suivre ces éléments déclencheurs et de suivre, d'appliquer la réponse et suivre son exécution et sa maîtrise et contrôle. Maintenant, j'aimerais bien aussi qu'on fasse une distinction entre ce qu'on appelle le risque négatif et un problème. Donc ça aussi, ça crée un petit peu de la confusion, mais c'est très simple à comprendre. Tout simplement, un risque, il peut se concrétiser ou non. Donc c'est quelque chose éventuel, c'est potentiel. Mais le problème, c'est quelque chose qui est déjà présent. Donc c'est un écart qui est déjà constaté entre la situation réelle et la situation qu'on souhaite. Donc si je peux reformuler ça, je peux me permettre de dire qu'un risque négatif, à sa concrétisation, il se transforme en un problème qui doit et qui nécessite d'être réactif pour corriger l'écart. Maintenant, après avoir identifié et défini l'ensemble des concepts clés de cette discipline, la gestion de risque en tant que discipline, c'est quoi? C'est tout simplement l'application d'un ensemble de techniques, de compétences durant un projet pour réaliser ses objectifs en empêchant l'impact des risques négatifs et en exploitant l'impact des risques positifs. Donc, l'objectif global, c'est d'accroître
la probabilité, l'impact des risques positifs, donc les opportunités, et de réduire ou minimiser ou bien éliminer l'impact et la probabilité des risques négatifs. Donc, tout cela, on peut le résumer dans ces deux petits schémas. Donc, les risques positifs, on essaie d'augmenter leur probabilité et leur impact. Si on ne peut pas réagir sur la probabilité, parfois des événements, on ne peut pas juste réagir au niveau de la probabilité. Là, on va cibler l'impact, donc on va maximiser l'impact. Ou bien, si on ne peut pas réduire la même chose, si on ne peut pas réduire l'impact ou la probabilité des risques négatifs, on va cibler le deuxième axe, le deuxième élément. Donc, tout cela, qu'est-ce qu'elle nous donne? Il nous donne une amélioration de la prise de décision. Pourquoi? Parce que quand on planifie des réponses, on identifie les risques. Au moment de leur concrétisation, on ne va pas prendre des décisions sous pression. On ne va pas juste accepter la première solution qui se présente, mais on va prendre une décision qui est basée sur une planification sur des éléments et des documents et des données. Donc, c'est pour cela qu'on dit que la gestion de risque améliore notre prise de décision. Il améliore aussi l'adaptation aux environnements parce qu'on prévoit nos risques, on prévoit des réponses et elle diminue l'incertitude et les coûts. Donc, comment elle diminue les coûts? Donc, les réponses aux risques, elles ont un coût, mais souvent, ce coût est beaucoup moins que de régler les dégâts ou les problèmes que le risque va engendrer. Donc, si je peux résumer cette diapositive, c'est que la gestion de risque aide à augmenter la résilience du projet. Donc, la résilience, c'est quoi? C'est la capacité d'absorber les chocs ou d'absorber les perturbations et s'adapter aux changements. Donc, on continue à avancer malgré les perturbations et les chocs qu'on peut subir au cours de route. Donc, avec ça, je termine toute la partie, on va dire, définition et la partie théorique. Maintenant, on va s'intéresser à qu'est-ce qu'on fait concrètement pour gérer les risques. Oui, je vois une main levée. Oui, docteur. Oui. Docteur, Oui, allez-y, on vous entend. je voudrais qu'il revienne un peu sur les mesures d'atténuation qu'on peut prendre pour chaque risque présent dans l'évolution d'un projet. Oui. Alors, la question, c'est sur les réponses aux risques, c'est ça? Les différents. Toutes les mesures d'atténuation qu'un gestionnaire de projet pouvait prendre en fonction des risques qui se présentent dans l'évolution de son projet et qui ont Oui, tendance à empêcher réellement l'évolution du projet. oui. Dans la partie qui suit, qui est juste après le cycle de vie, on va voir, parce que l'élimination de risques est une stratégie parmi les cinq. D'accord? On va voir 5 stratégies pour les risques négatifs et 5 stratégies pour les risques positifs. D'accord? Et on va essayer de Merci, prendre docteur. des On peut exemples. évoluer. On va essayer de prendre des exemples ensemble pour chaque stratégie. Oui, Merci, Camara, docteur. On peut évoluer. merci. Camara, Idrissa. Merci pour la présentation. En fait, ma question, c'est justement au niveau des risques positifs. Parce que moi, je Oui. pensais quand on parle de risque, on peut comprendre par risque la probabilité qu'un danger provoque un dommage par rapport soit aux objectifs ou bien aux résultats planifiés. Maintenant, lorsqu'on Mhm, parle de risque positif, est-ce qu'on veut parler ici que c'est ça que je n'arrive pas bien à comprendre, mhm. le risque positif. Oui, Pour moi, absolument. un risque, OK. Oui, c'est ça ce que je disais au début, c'est que on a tendance à lier les risques avec quelque chose qui est négatif dans la vie courante. Mais dans ce domaine de la gestion de projet, on trouve des risques qui sont positifs et des risques négatifs. Si je prends juste un simple exemple, aléatoirement, je prends toujours mon exemple de la construction de tout à l'heure. Durant les travaux de l'exécution, on a par exemple une baisse de prix des matières premières. Donc ça, c'est un risque qui a un impact positif. D'accord? Donc c'est une somme d'argent qu'on va économiser pour l'investir dans d'autres choses en lien avec le projet. Donc l'essentiel, c'est toute chose qui va probablement, donc je souligne bien le mot probablement, impacter positivement le déroulement du projet. Je vous donne un autre exemple. Dans un projet informatique, donc
qui dure une année. Durant cette année, il y a une nouvelle technologie qui apparaît sur le marché. Cette nouvelle technologie, elle va nous D'accord, permettre de c'est compris. réduire le délai. Merci. D'accord? D'accord? Donc, c'est ça, tout ce qui a un impact positif sur le projet, on peut le considérer comme un risque positif. Oui, Fatoumata, Merci. Moi, je suis satisfait. parfait. Oui, bonsoir docteur et bonsoir à tous. Bon, ma question, c'est sur les facteurs de risque. Comment Mhm. peut-on définir les facteurs de risque et comment on peut les identifier? Merci. Alors, oui, quand vous dites facteur de risque, vous voulez dire quoi exactement? Au fait, moi, j'ai l'impression de comprendre qu'en identifiant un risque, Oui. il est possible quand même qu'on fait référence aux facteurs de risque. Le facteur de risque, c'est tout ce qui peut-être peut favoriser que le risque survienne. Comme vous l'avez dit, que le risque peut être positif ou négatif, qui peut Mhm. impacter positivement ou négativement. Mais qu'est-ce qui peut Mhm. favoriser cela? Est-ce que là, on peut parler du facteur de risque ou il n'existe même pas de facteurs de risque pour nous permettre Alors, d'identifier un bon risque? oui, si je comprends bien, la question c'est comment on peut faire pour favoriser cette exposition au risque positif. C'est ça? Donc, comment le chef de projet, qu'est-ce qu'il doit faire, les actions qu'il doit faire pour exploiter, pour bénéficier de ce risque positif? Est-ce que c'est bien ça la question? Pas forcément comme ça, mais plutôt je poserais peut-être qu'est-ce qui nous permet de mieux identifier un risque qui peut D'accord. impacter soit Là, positivement ou oui, négativement? En fait, Quel est là, Imad, l'élément là, je comprends. qui je peut... Là, je pourrais. comprends bien. Allô? Allô, Imad? Oui, Je pense que je pourrais peut-être mieux clarifier la question. En fait, elle, là, sa préoccupation, c'est de savoir quels sont les facteurs quand il parle de facteurs de risque, c'est un peu les facteurs qui vont favoriser soit la probabilité de survenance ou qui vont aggraver un peu l'impact du risque, en fait. Les facteurs qui sont comme les causes, en fait, en réalité du risque, en fait. Je pense que, si je comprends bien, ça doit être lié à ça. Fatoumata, c'est bien ça, non? Oui, c'est ça. Merci. d'accord. Bah, je veux juste garder la question pour la première, parce que j'ai entendu les facteurs qui vont favoriser l'identification de risque. Ça, j'ai prévu qu'il y a des outils, ils sont dans la diapositive au niveau de deuxième processus qu'on va voir tout à l'heure dans le cycle de vie. Je pense que ça va répondre à ta question. Voilà. C'est bon? Donc, tout à l'heure, on était rendu. Ouais, c'est correct. Parfait. Donc là, tout à l'heure, on était rendu ici. Donc, je disais, l'objectif global, c'est d'augmenter la résilience de projet. Donc, comment l'augmenter? C'est avec l'amélioration de la prise de décision, l'adaptation De la des prise de décision, environnements, l'adaptation des donc diminution de l'incertitude et les coûts. Et on est arrêté au niveau des coûts. Je disais que les coûts pour appliquer la réponse au risque vont être beaucoup moins que juste régler les problèmes que les risques négatifs vont engendrer. Donc, passons maintenant à ce qu'on fait concrètement. Donc, on va s'intéresser au cycle de vie de la gestion de projet. Donc, l'ensemble des processus qu'on va suivre. Donc, ça, c'est selon le PMBOK. L'ensemble des processus qu'on va suivre pour gérer nos risques de A à Z. Donc, c'est la première remarque qu'on peut voir. Donc, je ne sais pas si OK, c'est ça. Donc, la première remarque qu'on peut voir, c'est le nombre de processus. On a 7 processus au total et 5 parmi les 7, c'est des processus de planification. Donc, automatiquement, on peut donc déduire que donc, la planification a une grosse place dans ce cycle de vie. Donc, il représente 5 sur 7. Donc, les processus, on commence par le premier, c'est qu'on doit planifier comment on va gérer nos risques. Donc, on ne planifie pas qu'est-ce qu'on fait à ce premier processus, on planifie comment le gérer. Plus concrètement, on doit identifier 2 éléments qui sont très importants. Le premier, c'est le niveau d'appétence au risque et le deuxième, c'est les priorités pour le projet. Le niveau d'appétence, c'est quoi? C'est le niveau le niveau acceptable d'exposition au risque. Comme je dis tout à l'heure, le seuil de risque. Donc ici, nos parties prenantes vont définir à quel niveau ils vont tolérer
l'exposition au risque. Je prends un exemple. Euh, Par exemple, dans un projet, on va dire le lancement d'un nouveau téléphone. Donc, la compagnie a fait une grosse publicité que le lancement va prendre le 1er juillet. D'accord? Donc, dans ce type de projet, donc le projet, le développement de ce nouveau téléphone, son lancement sur le marché, toutes les étapes. Donc, le temps qui est la priorité numéro un. D'accord. Donc, on a identifié la priorité numéro un, c'est le premier parce que toutes les masses de l'entreprise reposent sur ce lancement. Et le niveau d'appétence au risque, donc, pour cette priorité qui est le temps ou les délais, ça va être par exemple 0. On ne peut pas arriver au 1er juillet sans le lancement. On ne peut pas le reporter pour le 2, le 3, le 4, la semaine d'après. Donc, vous comprenez que pour ce type de projet, la priorité, le temps et le niveau d'appétence à cette priorité qui est par exemple 0. Dans d'autres projets, on peut trouver c'est les coûts qui sont prioritaires. Donc, le chef de projet doit respecter le budget alloué. Donc, le niveau d'appétence, les parties prenantes vont tolérer, par exemple, 5% de plus, 5% de moins. Donc, le chef de projet a une marge de manœuvre de 5%. Tout ce qui dépasse 5%, là, on ne le tolère pas. Donc, ça, c'est une autre stratégie qu'on va appliquer à ce niveau-là. À votre avis, pourquoi ou quelle est l'utilité de définir priorité et le niveau d'acceptation? Est-ce que ça va impacter le chef de projet et ça va impacter les décisions du chef de projet par la suite? Revenez sur la question, s'il vous plaît. Oui, la question, c'est que pourquoi, à votre avis, on doit définir, ou bien le premier processus, on doit définir nos priorités et on doit définir à quel taux on va tolérer l'exposition au risque. Dès le début, avant même d'identifier les risques, avant même de quantifier les risques, avant de faire n'importe quoi, on doit identifier nos priorités et le niveau d'appétence. Est-ce que cela va impacter les décisions du chef de projet? Oui, c'est là. Oui, la raison qui fait qu'il faut chercher à identifier le niveau d'appétence au risque et également identifier les priorités du projet, parce que cela permettra au chef de projet, dès au départ déjà, de se cadrer pour que les risques qui seront éventuellement identifiés, est-ce que tel risque répond au niveau d'appétence au risque qu'on peut tolérer ou alors on ne peut pas tolérer. Là, ça sera facile de classifier. Mais quand on identifie aussi les priorités du projet, je crois que ça nous permettra, en tout cas, comme vous l'avez dit tout de suite là, par rapport à la marge que chaque chef de projet a, de pouvoir mieux se positionner, de prendre une décision ici par rapport à chaque risque qui sera éventuellement identifié. C'est mon avis. Absolument, oui, c'est exactement, je suis tout à fait d'accord avec vous. Dans le fond, par exemple, je vous donne une situation. Donc, euh, dans un projet, on va prendre le même projet de construction de tout à l'heure, le chef de projet a identifié le retard comme un risque. D'accord? Donc, si ce chef de projet ne sait pas c'est quoi les priorités de projet, est-ce que, par exemple, on va prendre les deux les plus simples, le temps, les coûts. Par exemple, si elle ne sait pas c'est quoi la priorité, elle peut prendre une décision pour faire face à ce retard avec, par exemple, d'acheter du matière première chez un fournisseur qui coûte plus cher. Mais ça, elle peut pas vérifier s'il est en cohérence avec les priorités des projets si on n'a pas identifié ces priorités au début. D'accord? Admettons, c'est les coûts. Lui, il va commander chez un fournisseur qui coûte plus cher. Donc, ça rentre en conflit avec les priorités des projets, les priorités des parties prenantes. Donc, c'est pour cela, dès le début, on doit identifier, voilà, c'est quoi nos priorités. Je vous donne un autre exemple, le même exemple de retard. Est-ce que le chef de projet peut se permettre d'ajouter des ressources supplémentaires, d'offrir des heures supplémentaires pour aller plus vite? Donc, s'il n'identifie pas les priorités au début et le niveau d'appétence, ça va créer des problèmes par la suite. Donc, ce premier processus, il va guider le chef de projet dans ses décisions par la suite. Alors, donc, ça, il va nous amener au deuxième processus qui est l'identification de risque.
tout simplement, à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va identifier, différencier les risques et les non-risques dans la mesure du possible. On essaie d'identifier le maximum de risques. On ne va pas les analyser pour l'instant. On va juste les identifier. Par exemple, identifier le premier risque, deuxième, troisième, quatrième, peu importe, on va dire le degré d'importance pour l'instant, on va juste identifier. L'objectif ici, c'est d'identifier le maximum et de recenser les problèmes avant leur concrétisation. Donc, on va identifier le maximum de risques pour les analyser par la suite. Parmi les outils, donc ça, c'est ce que je disais tout à l'heure à votre collègue qui a posé la question, parmi les outils qui nous aident à identifier les risques, on a ce qu'on appelle des checklists. Ça, c'est le premier outil. Par exemple, dans une entreprise qui réalise, qui exécute des projets similaires, d'accord, donc d'un projet de développement informatique, ils ont des checklists. Comme ça, à chaque lancement de projet, on va prendre la checklist pour adapter, pour prendre ce qu'on a besoin de le nouveau projet. On a également ce qu'on appelle le brainstorming. Donc, c'est les expressions libres des idées. Donc, on discute en équipe pour identifier le maximum de risques. On a également une autre méthode qu'on appelle la méthode DEL. Donc ça, c'est des questions, des questionnaires anonymes que le chef de projet peut distribuer à son équipe pour recenser ou identifier le maximum de risques. On a le jugement d'expert, donc c'est l'expertise du chef de projet ou de l'unité qui est chargée de la gestion de risques. Là, donc, vous connaissez tous l'analyse PISTEL et l'analyse SWOT, donc la force, faiblesse, opportunité, menace et l'analyse politique, économique, sociale, technologique et environnementale et légale qui sont liées au projet. Et finalement, le chef de projet peut également utiliser des archives de l'entreprise. Ça, c'est un point qui est très important parce que dans le processus ou bien le groupe de processus selon le PMBOK, le dernier groupe, la clôture de projet. Qu'est-ce qu'on fait dans la clôture de projet? Bien sûr, on va s'assurer que tout le travail demandé, seulement le travail demandé est réalisé, etc. Mais on fait aussi l'enregistrement des retours d'expérience et euh, l'archivage des informations de projet. Comme ça, pour un projet similaire, le nouveau chef de projet va prendre ces archives, il va les utiliser pour ressortir le maximum de risques. Par exemple, il va vérifier la ponctualité des fournisseurs. Si, par exemple, le premier chef de projet a mis une note dans les fiches de premier projet comme quoi il a rencontré un tel retard avec tel fournisseur, donc dans le deuxième projet, on peut les prévoir en utilisant les archives. Également, parmi les outils que le chef de projet peut utiliser, donc ça aussi, je suis sûr et certain que vous les connaissez tous, la structure de découpage de projet. Donc, le chef de projet va prendre la structure de découpage de projet et il va créer la structure de découpage de risque. Donc, tout simplement, cet outil-là, il nous permet de catégoriser les risques bien selon ce qui était catégorisé dans la SDP ou la structure de découpage de projet. Par exemple, si la structure de découpage de projet il est en phase, par exemple phase 1, 2, 3, on va identifier ici les risques qui sont liés à la première, la deuxième, la troisième. Par exemple, dans ce cas qui est sur l'écran, dans ce projet, où on catégorise les projets selon le domaine technique, ce qui vient de l'externe, les risques qui sont liés à l'organisation, etc. Donc ça, c'est les outils qui vont nous permettre à identifier le maximum de risques, les structurer et les classer par catégorie. Ça va, des questions pour avancer? Oui, allez-y, Camara. Oui, vous pouvez. Oui, D'accord, à ce niveau-là, je pense qu'il y a moins de soucis, mais je vais un peu en arrière pour poser ma question. Il oui, s'agit là d'une slide déjà dépassée, il n'y a pas de problème. voilà, où on a parlé d'identification des risques et des non-risques. Oui. Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait appeler ici les non-risques dans ce cadre-là? Mhm. Donc, parfois, dans un projet, on va identifier des événements, mais parfois, ça n'impacte pas mon projet d'abord, ça impacte autre chose que mon projet. Donc, ça, c'est le premier type des choses qui sont non-risques. D'accord?
Par exemple, dans l'exemple de la construction de tout à l'heure, on va identifier une plainte qui va être déposée par les voisins à cause des bruits qu'on fait, le bruit des machines, etc. Donc ça, c'est un risque qui est lié, qui va impacter mon projet. Ça se peut que le chef de projet, dans ce cas, il va identifier un événement, mais qui ne constitue pas un risque pour son projet. D'accord? Cet événement va impacter autre chose que son projet. Donc, c'est ça, on va différencier ce qui représente un impact positif ou négatif pour mon projet et qu'est-ce que va représenter un impact positif ou négatif pour autre chose que mon projet. D'accord? L'objectif, pourquoi on fait ça? C'est pour ne pas aller analyser par la suite, on ne va pas analyser les choses qui ne vont pas impacter mon projet. D'accord? Donc, pour on va dire, rationaliser nos dépenses en termes d'énergie et de coûts, d'heures de travail. On ne va pas analyser ce qui est non-risque, on va les éliminer dès le début pour se concentrer avec ce qui va vraiment avoir un impact sur notre projet. Ça répond à la D'accord, question. merci beaucoup. Parfait. D'autres questions? Oui, docteur, Oui, allez-y. une autre précision par rapport à cette partie euh, relative aux outils. Mhm. Parce que nous évoluons actuellement dans le domaine d'assurance qualité des produits halieutiques. Oui. Et l'équipe est constituée par ce qu'on appelle l'équipe HACP dans les entreprises halieutiques. Et cette équipe Mhm. HACP constituée est censée faire l'identification des risques dans les entreprises, gérer les risques et communiquer sur les risques. Et vous venez de dire que parmi les outils, on peut citer le checklist. Et chez nous, le checklist que nous utilisons est un checklist d'identification des dangers liés à la contamination des produits halieutiques. Si on prend la présence, par exemple, des salmonelloses au niveau des produits halieutiques, on dit que Mhm. ça, c'est un danger critique. Et un danger Mhm. critique est synonyme de prise de décision immédiate par rapport Mhm. au niveau de l'équipe HSCP. Oui. Le checklist, là, en quoi c'est un outil de gestion des risques? Nous, on l'utilise pour identifier le risque et, et gérer le risque et communiquer sur le risque. Alors, Parce qu'il y a 3 ou 4 défauts comme ça. Défaut oui, mineur, alors, défaut majeur, défaut grave et défaut critique. oui. Je Si je vous comprends remercie. bien, si je comprends bien, vous me dites que l'outil checklist, c'est un outil pour identifier le risque et non pas un outil pour gérer le risque. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça, docteur. Exactement. Donc, ici, je vais revenir en arrière. Ici, on est dans le deuxième processus sur 5 qui est l'identification de risque. D'accord? Et parmi les outils qu'on va utiliser pour identifier le risque, on trouve le premier qui est le checklist, ensuite le brainstorming, etc. Donc ça, tout ça, c'est des outils pour identifier le risque et non pas pour gérer le risque. On n'est pas encore rendu à la gestion plutôt de l'exécution de la réponse au risque. Qu'est-ce qu'on fait, la décision qu'on va prendre. Et si on parle encore de l'identification de risque, c'est quoi les outils qu'on va utiliser pour identifier le maximum de risques? Merci, c'est bien compris. Parfait. Alors, donc, ici, on a parlé de la structure de coupage. Maintenant, le troisième processus, c'est l'analyse qualitative ou l'évaluation des risques. Donc, ici, on va tout simplement, donc, si je veux résumer tout cela, on va prioriser les risques qui sont importants. D'accord? Tout cela. Donc, qu'est-ce qu'on fait à cette étape? On va identifier les risques. Donc, on va classer selon la priorité. On va les classer selon la priorité. Sur quoi on va se baser pour dire c'est un risque important, c'est un risque moins important? Sur ce qu'on a identifié au premier processus, qui est le niveau d'appétence et les priorités pour le projet. D'accord? Donc, on va mettre en priorité avec ce qu'on a identifié au premier processus. Également, ici, on va identifier les échelles de probabilité et l'échelle de l'impact ou de la gravité la gravité pour les risques négatifs, mais on va dire pour l'impact qui résume les deux. Donc, on va identifier des échelles de 1 à 10, de 1 à 5 pour juger la probabilité, la gravité de risque. Donc, parmi aussi les outils qu'on utilise,
Parmi aussi les outils qu'on utilise, on a, on va pas passer, c'est ça. Donc, on a ce genre de tableau qui va nous décrire la signification de chaque échelle, de chaque niveau, de chaque niveau de l'échelle. Par exemple, ici, j'ai l'échelle très élevée. Ça représente quoi? Ça représente une probabilité de 61% jusqu'à 99%. D'accord? Et l'impact, c'est, par exemple, si je peux se baser sur l'impact sur la durée, je peux me baser sur l'impact sur le coût, sur la qualité. D'accord? Selon, bien sûr, les priorités de projet. Donc, tous ces chiffres-là, c'est juste à titre indicatif, mais bien évidemment qu'on va les adapter au contexte de projet sur lequel on travaille. Par exemple, pourquoi ça, c'est intéressant? Comme ça, toute l'équipe de projet, donc l'équipe projet, c'est les gens qui exécutent les travaux du projet, l'équipe projet vont parler le même langage. Par exemple, si le chef de projet va dire on a une probabilité élevée, donc tout le monde va savoir, voilà la signification de probabilité élevée, ainsi de suite. D'accord? Donc, c'est parmi les outils qu'on utilise à cette étape. Le deuxième outil aussi qu'on utilise, c'est la matrice de risque. Elle va nous permettre de positionner donc les risques selon les deux axes, la probabilité et l'impact. Donc, on va placer les risques selon les deux axes, de très faibles jusqu'à très élevés pour les deux axes. Donc, à ce moment-là, on va voir une idée générale, une idée globale sur le risque qui sont prioritaires, qui nécessitent d'être gérés par la suite, qui nécessitent qu'une réponse doit être planifiée par la suite. Donc, ça, c'est au niveau du processus. On va l'appeler 3 sur 5. Maintenant, après ce processus, on va prendre les risques qu'on a identifiés comme des risques prioritaires ou des risques importants. À ce moment-là, on va les analyser quantitativement. Ça veut dire qu'on va estimer l'impact de chaque risque pour avoir l'idée du risque global, ce qu'on a vu au début. Donc, c'est la combinaison de tous les risques. C'est ce qui va nous dire que c'est un projet qui est risqué ou c'est un projet qui est plus ou moins certain, il n'y a pas de gros risques. L'objectif de cette étape, c'est de pouvoir calculer correctement les réserves. D'accord? Donc, pour les réserves, on a aussi tendance toujours à lier le mot réserve avec l'argent ou les coûts. Mais on peut aussi avoir des réserves de temps. Donc, pour ce projet, par exemple, on va ajouter par exemple, 10% de coût de projet comme réserve pour faire face au risque. Mais aussi, on peut ajouter un pourcentage ou une durée aux durées totales de l'exécution de projet comme une réserve pour combler ou le délai nécessaire pour exécuter les réponses au risque. D'accord? Et finalement, la cinquième étape qui est la planification de réponses. Donc, à ce moment-là, on doit différencier entre les risques positifs et les risques négatifs. Donc, c'est 5 stratégies par type de risque, mais qui sont quand même similaires. Donc, durant cette étape, qu'est-ce qu'on va définir? On va dire pour chaque risque, on a le propriétaire, donc qui va définir son rôle et ses responsabilités, et quelles sont les actions que le chef de projet ou l'équipe de risque va mener au fur et à mesure de la concrétisation des risques dans le cas de leur concrétisation. Comme je disais au début, l'objectif principal de cette étape, c'est d'éviter la panique. Premièrement, d'éviter la panique au moment de la concrétisation des risques, d'éviter de prendre des décisions sous pression parce qu'on a une situation, on a besoin d'une réponse, éviter de prendre le premier choix ou la première décision qui se présente. Donc, tout cela, à travers des réponses déjà planifiées, on peut éviter ce genre de situation. Oui, Fatoumata? Oui, docteur. Ma question, je ne sais pas si vous allez revenir un peu en arrière parce que je n'ai pas bien compris comment on calcule le risque. J'ai vu que Comment vous on? avez défini comment on calcule le risque pour déterminer est-ce que le risque il est faible, il est très probable, enfin, Oui, il est alors, moins ou il est très élevé. oui. Oui. Ici on doit parler on doit parler de deux éléments qui sont importants, qui est l'impact et la probabilité. Donc, c'est le jugement du chef de projet va dire, voilà, pour ce risque, moi, je juge que c'est fort probable et il aura un impact qui est très grave. Donc, il va définir une échelle de 1 à 5 et cette échelle de 1 à 5, il va juger la probabilité et l'impact qui vont permettre de le positionner dans la matrice
des risques. Par exemple, pour le premier risque, il a identifié c'est 5 et dans la probabilité, c'est 3. Donc, le risque va se retrouver dans, je vais juste marquer le pointeur. Donc, ici, donc, par exemple, pour ce risque négatif, le chef de projet va identifier, juste mettre le pointeur laser, va identifier que le risque, il a un degré d'impact très grave ou très élevé, donc il va le positionner ici, et une probabilité élevée. Donc, finalement, le risque va se positionner à cette étape dans la matrice. Et également, le chef de projet, avec son équipe, en utilisant le tableau comme ça, on a la signification de l'échelle élevée, c'est quoi? Par exemple, élevé pour la probabilité, c'est entre 41 et 60%. Et pour, par exemple, l'impact sur les coûts, on va trouver, voilà, le degré élevé, il représente quoi? Est-ce que ça répond à votre question? Ça répond à la Docteur, question? j'ai une question, s'il vous plaît. Oui, allez-y, bien sûr. Dans le même sens, en quelque sorte, je veux savoir, est-ce que ces chiffres sont universels? En fait, je veux dire, lorsqu'on prend le premier outil où on a parlé de l'échelle probabilité, Mhm. c'est-à-dire la diapositive précédente, voilà. Est-ce Oui. que pour considérer un risque, il est très élevé, est-ce qu'il faut forcément qu'il s'inscrit en 61 à 99% de probabilité et que sa durée est plus de 40 jours et que son coût est de 200 000, ce montant qui est là? Est-ce que il Non, faut que cela... OK. non, la réponse la plus simple est non. Pourquoi? Admettons que moi, mon projet a un coût total de juste 10 000 dollars. Admettons. Versus un projet qui coûte 2 millions de dollars. Donc, c'est pas 1% pour les deux, c'est pas le même montant. D'accord? Donc, la réponse, c'est que tout cela, comme je disais tout à l'heure, le chef de projet avec son équipe, l'objectif de cet outil, c'est qu'on va parler un langage commun. Donc, pour que vous compreniez très élevé pour vous et très élevé pour moi, soit la même chose. D'accord? Donc, ça, c'est pour qu'on parle un langage commun. Mais tous les chiffres qui sont ici, on va juste les adapter à notre projet. D'accord? Admettons pour mon projet, moi, un projet sur 3 ans, et la priorité numéro 1, c'est pas du tout la durée. Donc, j'ai une marge de 3 mois de plus ou 3 mois de moins. Donc, très élevé pour moi ou très grave pour moi, c'est pas 40 jours. D'accord? Donc ici, la réponse, simplement, c'est des chiffres qu'on va les adapter à chaque projet sur lequel on travaille. D'accord. D'autres Peut-être questions? Oui, allez-y, parfait, allez-y. Docteur, parfait. Peut-être la dernière question, parce que dans le tableau précédent, vous avez dit que lorsque le risque est inférieur à 4, il est acceptable. Lorsqu'il est inférieur à 8, il est à considérer. Mais lorsqu'il est supérieur à 8, il est inacceptable. Lorsque un risque est supérieur à 8, quelle conduite à tenir par rapport à cela? Oui, alors, pour tout ce qui est réponse au risque, c'est ça ce qu'on va voir tout de suite. D'accord? Donc, on va voir pour chaque risque, c'est qui sont les réponses possibles, les stratégies possibles, c'est l'objectif de ce qu'on va voir tout de suite. Mais juste pour te donner une idée, par exemple, pour un projet, on a identifié un risque qui est extrêmement grave, qui est un risque inacceptable, on peut même arrêter le projet. Donc, ça dépend des priorités qu'on a identifiées au début. C'est quoi le niveau d'appétence pour les parties prenantes? C'est quoi les priorités de projet? D'accord? Donc, il y a beaucoup d'éléments dans chaque contexte qui va contrôler la prise de décision, mais pour chaque risque, on va voir tout de suite les différentes réponses possibles. Oui, Fatoumata? oui, excusez-moi de revenir. Là, vous avez sorti le tableau de slide, je crois, précédent. Là, vous avez parlé du croisement entre l'impact et la probabilité. Oui, Non, pas sur sur la le matrice. tableau. Pas ça. Oui, ici. Mhm. Et est-ce que à quel moment on peut dire que ce risque, il est probablement à 5 ou on peut le noter à 5 ou on peut le noter à 2? Est-ce qu'il y a-t-il les indices qui nous permettent de dire que ce risque-là, je peux le noter à 2 ou je peux le noter à 3
par rapport à la probabilité et aussi par rapport à l'impact. Est-ce qu'il y a quand même des indices qui peuvent nous prouver que ce risque-là, je peux le noter à 2 ou le 3, qui nous permet de faire un bon croisement et puis de définir un Mhm. bon niveau de risque? Oui, ça, c'est une question qui est extrêmement importante. Si ça m'a fait penser à un autre élément. Bon, la réponse est simple. Il n'y a pas un moyen universel qui va te dire, voilà, ce risque, tu dois le mettre à 10% ou 12% ou 20%. Donc, c'est selon d'abord l'expérience du chef de projet avec son équipe, son jugement d'expert. Selon, par exemple, si l'entreprise réalise des projets similaires, on peut aller chercher d'autres compétences dans l'équipe, etc. Mais aussi, il n'y a pas juste deux axes. On a un troisième, donc pour les gens qui vont aller en plus en profondeur, on a ce qu'on appelle la difficulté de détecter le risque. Je vous donne un exemple. Par exemple, pour un risque, j'ai dit la probabilité, on va mettre des chiffres. D'accord? On va dire pour un risque, la probabilité c'est 1, la gravité c'est 5 et elle est extrêmement difficile à détecter, ça veut dire 5. D'accord? Vous me suivez très bien. Donc, on a dit la probabilité, je vais juste les noter, la probabilité, on a donné 1, l'impact, on a donné 5, et la difficulté de détecter le risque, on a donné également 5. Donc, le total pour ce risque, on va dire son niveau, c'est 25. Versus un autre risque qui est la probabilité, c'est 5, l'impact, c'est 5, et la difficulté de détection, c'est 1. La multiplication aussi nous donne 25. Donc, pour les deux risques, si on se base juste sur les calculs et rien que les calculs, on va trouver que c'est des risques qui sont similaires. Sauf que il y a un qui a une probabilité quasiment nulle, il y a un qui a une probabilité qui est quasiment certaine, avec un impact qui est très grave dans les deux cas. Donc, vous comprenez que ce n'est pas du tout le même risque. Pourquoi je vous dis ça? C'est que au moment où le chef de projet avec son équipe va identifier la probabilité de chaque risque, l'impact positif ou négatif de chaque risque, on doit discuter ça en équipe. D'accord? On doit réviser ça en équipe, on va les discuter en équipe pour pouvoir les gérer correctement. On ne va pas dire juste, c'est bon, j'ai trouvé euh, la, la multiplication des deux, je positionne ce risque ici. Bon, c'est coulé dans le béton. Non. Donc, on doit discuter ça ensemble. Pour cette partie qui inclut la difficulté de détection, après la présentation, je vais ajouter 2, 3 diapositives avant de le déposer parce que je ne l'ai pas mis au début dans ma présentation. Mais merci pour la question, ça m'a fait penser à cet élément. Je ne sais pas si c'est clair ma réponse. Est-ce que ça répond à ta question, Oui, Fatima? Parfait, merci. oui, Oui. donc c'est clair, hein. Moi, je voulais aussi dire que, oui, oui, j'étais en train de dire que, est-ce qu'on ne peut pas regarder, par exemple, dans un projet similaire, ou dans même de pays, depuis 2 ans, depuis 1 an, depuis 3 ans, est-ce que ce risque-là, il est souvenu, par exemple? Et puis, Oui, on peut regarder, absolument. est-ce que la probabilité du risque, il est fréquent ou il n'est pas fréquent? Oui, Cela ne peut pas nous aider absolument. quand même à identifier aussi, à noter le niveau de probabilité du risque. Absolument. Également, si vous vous souvenez, tout à l'heure, dans les outils d'identification de risque, on a parlé de l'utilisation des archives. Donc, c'est l'archive, c'est l'ensemble des documents qui sont enregistrés les informations qui sont enregistrées dans l'entreprise. Donc, le chef de projet va aller consulter les rapports des anciens projets et il va s'inspirer, il va pouvoir trouver des problèmes qui sont rencontrés par ses collègues. C'est exact. Oui. Ali, David, oui, vas-y. Merci. Merci. Alors, moi, j'ai deux préoccupations. Bonsoir. Oui, La première, c'est de partir d'un calcul simple qui pourrait nous permettre, peut-être, je vous ai entendu tout à l'heure dire que vous allez ajouter quelque chose au slide. oui, Peut-être ça va nous absolument. permettre, voilà, ça va nous permettre de calculer, de savoir calculer exactement le niveau de probabilité d'un risque. Parce Ah, qu'avec les tableaux que je vois, je ne sais pas si c'est parce que les zéros, les points ont précédé certains chiffres. Est-ce que c'est la division? Est-ce que c'est la multiplication qui s'est fait? Moi, je voulais oui, savoir, partir d'un cas précis pour avoir un cœur net par rapport
à ces calculs-là. Ma deuxième préoccupation, C'est juste, si vous pouvez me permettre, je vais juste répondre parce qu'il y a deux éléments dans votre première intervention. Je ne veux pas oublier un des deux. La première, c'est ici, au début, on a identifié des pourcentages. D'accord? Donc 5%, 10%, etc., dans les deux sens. On a fait la multiplication pour voir, pour trouver la bonne cellule pour déposer, pour se positionner plutôt le risque. La deuxième chose que je ne veux pas oublier, pour les slides que je vais ajouter, elle inclut un troisième axe. Ici, on a deux axes, la probabilité et l'impact. On a un troisième axe qui est la difficulté de détection de risque. d'accord. Ça me conduit directement à ma préoccupation. Est-ce que, à votre avis d'expert, peut-on dire que, quel que soit, parce que cette analyse se fait sur la base de nos expériences, ça nous aide à parler d'un langage commun en tant que gestionnaire de projet. Mais est-ce que Mhm. pouvez-vous nous dire que, au-delà de tout ce qui peut se donner comme expérience, comme connaissance, on n'est pas certain qu'on a maîtrisé tous les contours du projet en termes de gestion des risques. Alors, ici, si je comprends bien, la, la question c'est est-ce qu'au début, on va identifier tous les risques qui sont probables ou non? Donc, l'objectif de deuxième processus, c'est identifier le maximum possible de problèmes qui peuvent se concrétiser. D'accord? Donc, en identifiant ce maximum. Excusez 2 secondes, je vais juste. Alors, je disais, c'est l'objectif de deuxième processus, identifier le maximum possible. Mais certainement, probablement dans beaucoup de projets, on va oublier de risques, on va empêcher de risques, ou bien on ne sait pas. Par exemple, je donne un simple exemple. Au début de 2019, est-ce qu'il y a quelqu'un dans le monde qui a identifié l'arrivée de la pandémie comme risque pour son projet? D'accord? Je n'ai pas la bonne réponse, mais chacun de nous peut imaginer la situation. Est-ce que quelqu'un pensait on va arrêter le transport aérien dans le monde entier, on va fermer les frontières entre les pays, on va empêcher les gens de se déplacer comme avant. Donc, ça, c'est un risque qui a empêché, c'est un problème plutôt c'est qu'on a déjà concrétisé, qui a impacté tous les projets dans le monde. Donc, est-ce que quelqu'un au fin 2018, au début 2019, a identifié la COVID et, et le couvre-feu, par exemple, comme un risque? Je pense que non. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question ou non. Mais pour ajouter aussi un élément, je vais le détailler aussi, ça c'est le deuxième élément que je vais ajouter dans la diapositive, c'est les réserves. Ici, on a plusieurs types de réserves. On a des réserves pour les risques qu'on a identifiés, les risques connus. On a également des réserves pour les risques non connus. Pour les risques qu'on n'a pas identifiés, le chef de projet peut aussi prévoir une réserve supplémentaire pour cela. Est-ce que ça répond à la question? Oui, justement, ça répond à ma question. Et pour finir sur cet élément, peut-être qu'on pourrait le savoir à la fin du cours, mais je voudrais anticiper pour faire la part entre un risque et une hypothèse. Un risque et une hypothèse. Alors, Oui. si on peut si on peut définir le risque, donc on a dit c'est un événement, donc c'est un événement qui pourra se concrétiser ou non, mais plutôt l'hypothèse, si tu me corriges si bas, l'hypothèse c'est plus une relation qu'on doit tester entre deux variables. En fait, Je sais pas si. oui, dans le fond, merci beaucoup. En fait, c'est souvent ce qui arrive quand on prend à la fois des cours de métaux et des cours de gestion de projet. Dans le fond, comme je le disais, Emma, tu verras que avec l'approche macro en gestion de projet, on parle plus de risques quand on est dans les grands projets sur lesquels on travaille, PMP, Prince 2 et tout. Maintenant, l'équivalent de cela dans les projets de développement, disons des projets où on dit, OK, on va pouvoir aider les pays en développement à résoudre des problèmes spécifiques. On a l'habitude de formuler souvent ce qu'on appelle des conditions préalables à la réussite ou à l'atteinte d'un objectif donné. Mais ces conditions préalables-là, on les appelle des hypothèses dans ce cas-ci. Tout comme pour dire que pour qu'on puisse réussir, par exemple, à atteindre tel objectif,
il faut que telle condition soit nécessaire. Et cette condition-là est souvent associée à un risque donné. En fait, c'est une forme de risque, mais qui est comme une condition préalable. Tant que ce n'est pas matérialisé, on ne peut pas atteindre l'objectif qu'on veut. Fait que le fait de ne pas réussir à atteindre cette condition préalable-là est un risque en soi, mais lorsque cette condition est présente, en ce moment-là, on est rendu à une hypothèse. C'est comme quand je disais, OK, le cours d'aujourd'hui va être animé par Emma Detadari en planification des risques. Donc, la condition nécessaire que cela se fasse, c'est que Emma accepte de d'animer le cours. Si Emma n'anime pas le cours, fait que ben, le cours ne sera pas donné, par exemple. Donc, que Emma anime le cours constitue une hypothèse. Maintenant, le risque est que le cours ne soit pas donné parce que Emma n'est pas disponible à animer le cours, par exemple. Donc, c'est justement dans cette direction-là que la notion Mhm. d'hypothèse en projet de développement est utilisée, mais en projet, gestion de projet globalement, on parle plus de risques que d'hypothèses. C'est-à-dire, on trouve des moyens de mitiger le risque qui va nous empêcher d'atteindre notre objectif. Tandis qu'en projet de développement, on va plutôt formuler une condition préalable à l'atteinte de l'objectif, en fait. Juste ça, quoi. Ouais. Merci beaucoup. Mhm. Donc, si en plus, il y a une autre question, oui. Voilà, merci docteur. Et en fait, docteur Suba, ce que vous venez de dire tout à l'heure, est-ce que je peux comprendre alors le risque positif peut être ici considéré comme une hypothèse parce que c'est des aspects favorables, c'est-à-dire c'est des aspects positifs. Est-ce qu'on peut considérer le risque positif ici plus ou moins qui ça peut s'approcher ou bien ça peut dire la même chose lorsqu'on parle Ouais. d'hypothèse? Dans le fond, les deux ne sont pas pareils. En fait, Emma l'a très bien défini. Le risque, en fait, ce sont des éléments qu'on ne peut pas contrôler et qui sont susceptibles d'arriver, qui peuvent ne pas arriver. Mais quand ça arrive, ça va avoir une incidence sur votre projet ou l'atteinte de votre objectif. Soit ça va contribuer à atteindre de manière positive. Donc, disons, admettons, ça va vous permettre peut-être d'économiser, de respecter les délais ou en tout cas d'apporter un matériel ou alors un livrable de qualité. En ce moment, ça devient une opportunité. Mais lorsque ces risques-là vous empêchent d'atteindre votre objectif, admettons, vous amène à dépasser les délais ou alors à dépasser les coûts ou encore à ce que le périmètre du projet ne soit pas respecté, on va parler plutôt hein, de menaces. En ce moment-là, c'est un risque négatif. Mais un projet de développement, on s'est dit, OK, on s'est dit, ben, dans le fond, ce qui va se passer, on va essayer de formuler, puisqu'on sait qu'il y a ces risques-là, il y a le risque, par exemple, qu'il y ait la montée, admettons, la montée des prix. Quand il y a une montée des prix, automatiquement, ça va agir sur les coûts de la matière première. Et quand ça agit sur les coûts de la matière première, ben, le budget initialement prévu ben, va être dépassé. Donc, il y avait le risque de dépassement budgétaire du fait qu'il y a un changement, une fluctuation sur le marché. Maintenant, l'hypothèse, en réalité, ça va être un peu l'élément contraire à ça. C'est-à-dire que, OK, ben, on va réussir à respecter le budget s'il n'y a pas fluctuation des prix. Donc, le fait qu'il n'y ait pas fluctuation des prix devient une hypothèse, en fait. Vous voyez un peu, c'est que c'est très proche des notions, mais c'est un peu différent en ce sens que l'autre, avec les risques, on raisonne que ben, quand ça arrive, ça peut nous aider à avancer ou quand ça n'arrive pas, ça va plutôt, quand ça arrive, ça va nous aider, ça peut nous impacter négativement ou quand ça arrive, ça peut impacter positivement. Alors que l'autre côté, quand ça arrive, en fait, on souhaite que ça arrive pour qu'on puisse aller. Vous voyez un peu, ça fait qu'on n'est pas dans la même logique, en fait. Donc, que ce soit négatif ou positif, on peut formuler une hypothèse. L'hypothèse, c'est que c'est la condition essentielle pour faire. Sans cette condition, on ne peut pas. Mais la condition en question, là, n'est pas sous notre contrôle. Tout comme le risque aussi n'est pas sous notre contrôle, en fait. C'est juste ça un peu qu'il faut comprendre de ce point de vue et qui fait souvent qu'il y a un peu de tension quand on enseigne la gestion de projet en tant que gestion de projet et quand on enseigne la notion de gestion de projet de développement. Parfois, c'est cette frontière-là qui crée un peu de conflit de compréhension, quoi. Je ne sais pas si c'est bon, ça répond bien à ta question, Idrissa. Merci, docteur. Merci. OK. Merci beaucoup. OK, je laisse continuer. Imad, je te laisse continuer, Parfait. désolé. Oui, Ouais. parfait. Merci beaucoup pour ta réponse aussi. Alors, je vais continuer. Donc, on parlait ici tout à l'heure des
des réponses ou la planification de réponses. Donc, aussi le cinquième processus la cinquième processus pour la première étape de la planification. Oui, on différencie ici entre les risques positifs et les risques négatifs. Premièrement, pour les risques négatifs, qu'est-ce qu'on fait pour euh, faire face à la concrétisation des risques? On a, comme je disais tout à l'heure, on a 5 stratégies euh, par type de risque. La première, c'est escalader. Donc, la stratégie escalader, c'est à quel moment le chef de projet va prendre cette réponse. C'est quand le risque se situe hors le périmètre de projet. Le périmètre de projet, c'est quoi? C'est, dire dans un projet de construction, le périmètre, c'est tout ce que le chef de projet doit réaliser pour livrer ce livrable. Donc, c'est tout le travail demandé et seulement le travail demandé pour ce projet. Donc, quand le risque se situe hors ce périmètre ou le risque dépasse l'autorité du chef de projet, là, il doit l'escalader. Escalader, c'est quoi? C'est le transférer à un niveau supérieur, comme par exemple son responsable, le directeur de bureau de projet, le directeur de programme si le projet fait partie d'un programme ou de portefeuille de projet, etc. L'essentiel, c'est que le risque doit être géré à un niveau supérieur que celui du chef de projet. Si je vous donne ici un exemple pour l'autorité de chef de projet, tout à l'heure, on a dit que, par exemple, un risque qui va impacter le projet de 20% de coût. Mais la marge de manœuvre du chef de projet, c'est juste 5%. Donc, ce risque dépasse l'autorité du chef de projet. Pour cela, ce risque doit être géré dans un niveau supérieur que celui de chef de projet. C'est bon pour la première? On peut continuer. Alors, Oui, c'est donc, bon. merci. La deuxième stratégie, c'est éviter le risque. Donc, éviter le risque, qu'est-ce qu'on fait pour cette stratégie? C'est qu'on va changer quelque chose dans notre planification pour éliminer la menace. D'accord? Donc, je vais protéger le projet de l'impact de risque. Par exemple, moi, je prévois voyager en voiture d'un point A à un point B. J'identifie comme risque faire un accident sur la route. Comment je vais éviter ce risque? Si je vais changer ma planification, je ne vais pas voyager en voiture. Par exemple, je vais voyager en avion. Donc, j'ai éliminé entièrement la menace de faire un accident dans la route. Or, donc, j'ai changé ma planification, qui était à la base de faire le trajet en voiture, pour le faire en avion, pour éliminer entièrement la menace et j'ai protégé mon projet de l'impact de risque. Par exemple, on veut faire une fête à l'extérieur. On a identifié là un risque de la pluie. On va déplacer la fête dans une salle intérieure. Comme ça, on a évité l'exposition au risque. L'essentiel, c'est que cette stratégie élimine entièrement la menace à travers le changement de notre planification. Par exemple, on va dans un projet, on va on va offrir un fournisseur local pour éviter des retards de livraison. D'accord? Donc, l'essentiel, c'est que cette stratégie, parce que ça crée un petit peu de la confusion avec une autre stratégie qu'on verra tout de suite. L'essentiel, c'est celle-là, elle va éliminer entièrement la menace. La troisième stratégie, c'est que le chef de projet peut transférer ou la réponse qui est nommée transférer, elle va transférer quoi? Elle va transférer la responsabilité d'exécuter la réponse et d'assumer les conséquences à un tiers. Donc, cette stratégie n'élimine pas le risque. Par exemple, je prends tout à l'heure mon voyage en voiture. Donc, je vais transférer ou bien, ça, c'est l'exemple qu'on a tous, plutôt que de voyage, mais c'est l'exemple qui est lié à la voiture, c'est comme une assurance pour la voiture. Donc, c'est quoi le rôle des assurances, de la compagnie d'assurance? C'est d'assumer les conséquences des accidents, par exemple. Donc, le chef de projet fait appel à un tiers pour assumer la responsabilité d'exécuter la réponse et de subir les conséquences. Mais est-ce que en prenant une assurance, on élimine le risque de faire un accident? La réponse est non. Le risque est toujours présent, mais les conséquences sont subies par un tiers. Par exemple, dans le cas de fournisseurs de tout à l'heure, on va, par exemple, identifier le risque des pannes des équipements sur un chantier de construction. On va prendre un fournisseur qui offre un service avec garantie. Donc, si la machine tombe en panne, c'est le problème de fournisseur, c'est à lui
c'est à lui de trouver une solution pour régler cette panne. Donc ça, le chef de projet a transféré la solution. Est-ce que vous me permettez juste, je vais prendre une minute de pause, je reviendrai tout de suite. Juste une petite urgence de travail. C'est bas, est-ce que c'est correct? Oui, c'est bon, ouais, on peut se prendre une Il y a minute, même cinq minutes, on va pouvoir découvrir les gens. pas, de mon côté, pas plus de 2 minutes. Il n'y a pas J'arrive de tout de souci, suite. ça marche. Il n'y a pas de souci, c'est correct, merci. Merci. Je, je m'excuse pour cela. C'était vraiment hors de Alors, ma c'est pas bien volonté. grave, c'est pas bien grave, merci, merci. Merci, merci beaucoup. Alors, je disais, on est arrêté dans la stratégie de transférer la réponse de transférer les risques négatifs ou les menaces. Donc, cette stratégie, comme je disais tout à l'heure, elle élimine pas le risque, mais elle transfère la responsabilité de l'exécution de la réponse à une personne de l'externe. Ça va pour les trois premiers, pour continuer pour les deux qui restent. Oui, camarade, tu as une question? Non? Bon, ce n'est pas une question, j'étais en train de dire que ça va, on pouvait continuer. Ok, merci. Alors, donc, la quatrième stratégie, c'est une stratégie d'atténuation. Donc, cette stratégie, elle cible plus les causes et son objectif, c'est de réduire la probabilité ou l'impact de risque. Donc, toujours ici, on parle des risques négatifs, donc je vise à réduire la probabilité ou l'impact. Parfois, je ne peux pas contrôler la probabilité, comme par exemple les conditions météorologiques, je ne peux pas contrôler leur probabilité. Donc, à ce moment-là, je dois viser l'impact ou les conséquences. D'accord? Par exemple, donc ça, c'est l'exemple de conditions météorologiques. Tout à l'heure, on a dit on va installer des bâches et des abris. Donc ça, on a ciblé l'impact ou la gravité de risque. Par exemple, dans un projet de développement d'une nouvelle voiture ou un nouvel équipement, peu importe lequel, l'équipe de projet va réaliser des prototypes ou des essais pour essayer de prévenir les problèmes qui vont être sur le produit final. Donc ça, c'est une stratégie d'atténuation. Souvent, la confusion est créée entre la stratégie d'atténuation et la stratégie d'éviter le risque. Donc, atténuer et éviter. La différence entre les deux, c'est que dans stratégie d'atténuation, je ne vais pas changer ma planification pour éviter entièrement la menace. D'accord? Par exemple, ici, on a dit tout à l'heure, on va éviter le risque en changeant notre planification pour éliminer entièrement la menace. Ici, je ne change pas ma planification pour éviter entièrement la menace, mais je vais aller plus cibler les causes et cibler, viser de réduire la probabilité et l'impact. Mais le risque est toujours présent. Et finalement, la dernière stratégie, c'est une stratégie d'acceptation. Tout simplement, on reconnaît l'existence de risques, mais sans prendre des mesures proactives. Souvent est utilisé dans les risques qui ont un impact plus faible où l'entreprise ne veut pas investir pour
pour planifier une réponse à ce risque. Par exemple, dans notre vie quotidienne, si on a pris tout à l'heure l'exemple de voyage avec la voiture et le fait d'être exposé à un accident, j'accepte, je sais que c'est probable de faire un accident sur la route, mais je prends quand même la route. Donc, qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là? J'ai accepté ce risque et je continue l'exécution de mon projet en acceptant le risque. Est-ce que ça va pour les 5 stratégies pour les risques négatifs avant de passer à l'autre côté positif? Oui, camarade. Merci pour la présentation. Docteur, ma Oui. question est de savoir, lorsque, par exemple, nous prenons la première stratégie qui consiste à, ou bien la deuxième, à éviter le risque. Oui. On dit, voilà, éviter le risque. Et que dans notre place, dans notre planification, nous constatons qu'on avait supposé dans l'identification un élément, c'était un risque. Et on cherche des mesures ou bien des actions à éviter le risque et qu'on arrive à éviter le risque. Est-ce que ça peut être vraiment un risque ou bien ça peut être une mauvaise planification? Parce qu'on a dit qu'il y a une probabilité que la probabilité soit positive ou négative, que l'action soit probablement, qu'il survienne ou non. En ce moment, on peut parler de risque. Mais lorsqu'on sera sûr que si on change de stratégie, que l'action là, ou bien l'acte, ou bien la probabilité est éliminée, est-ce que c'est vraiment un risque? Alors, ça, c'est une très bonne remarque. Est-ce que le fait d'éviter le risque en changeant la planification veut dire que on a fait une mauvaise planification au début? Ma question, ma réponse plutôt, c'est que on ne peut pas juste généraliser comme ça, de dire, voilà, à chaque fois qu'on change la planification pour éviter un risque, automatiquement, on a fait une mauvaise planification. Donc, à mon avis, bien sûr, à mon avis, on ne peut pas juste généraliser, prendre une règle générale et l'appliquer sur tous les projets. Il y a beaucoup d'éléments de contexte qui changent d'un projet à l'autre, mais mon point de vue, c'est que la réponse est non, c'est pas forcément qu'on a fait une mauvaise planification, mais par exemple, j'ai planifié mon projet en entier et au cours de l'exécution, j'ai identifié un risque. Donc là, je dois m'adapter, je vais changer quelque chose dans ma planification pour éviter le risque. D'accord? Donc, parce que la première planification qu'on fait dans un projet, c'est pas nécessairement qu'on va le suivre à la lettre durant tout le projet de, de A à Z. Il y a souvent des risques qui vont apparaître, il y a souvent des opportunités qui vont apparaître. Donc, il y a quand même un petit degré de changement au cours de route. Mais juste pour dire, si en exécutant ces stratégies, on a fait une mauvaise planification, à mon avis, on ne peut pas généraliser euh, et dire automatiquement oui, quand on exécute cette réponse, automatiquement, on a fait une mauvaise planification au début. Oui, Mamie, Servin. Docteur, Oui, on vous entend très bien. oui, sur la question de Idrissa, moi, Oui. je trouve hein, que s'il dit qu'on identifie le risque et puis on change de stratégie afin d'éviter le risque, je pense que le risque, il n'est pas à éviter. Mais plutôt, si tu changes la stratégie pour te permettre d'éviter le risque, c'est une action de mitigation que tu as mis en place. Peut-être pour te permettre de mitiguer ce risque-là. Mais plutôt, ce n'est pas une mauvaise planification qui te dit que c'est pourquoi j'ai pu identifier ces risques ou je suis arrivé à ce niveau. Mais plutôt, c'est l'action de mitigation que tu as pu planifier. Peut-être pour te permettre d'éviter ce risque, je vais changer de stratégie pour m'amener à ce niveau. Et ça, c'est un autre niveau. Ouais. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc, c'est ça, c'est la réponse au risque en cas de sa concrétisation qui nous permet d'éviter le risque en changeant quelque chose dans notre planification. Oui, Ali David. J'ai levé la main pour deux choses. Premièrement, il y a notre collègue Séverin. Je crois qu'il avait laissé un message dans le chat qui n'avait pas compris la première étape Ah de oui, réponse. merci. J'ai pas regardé Escalader. je regarde la liste des participants, j'ai pas regardé le chat. Alors, escalader le risque. OK. Alors, pour escalader le risque, c'est tout simplement, c'est le chef de projet va
faire monter ce risque à un supérieur. Son supérieur, par exemple, si le projet fait partie d'un programme, donc c'est le directeur de programme ou le directeur le responsable de portefeuille de projet, ou bien la direction générale de l'entreprise, ou bien, par exemple, le directeur de bureau de projet, le PMO. L'essentiel, c'est que le chef de projet n'a pas assez d'autorité ou n'a pas assez de marge de manœuvre pour prendre une décision face à ce risque. Et on a pris l'exemple, par exemple, la hausse des prix des matières premières qui impacte le coût de projet d'un pourcentage qui dépasse l'autorité du chef de projet. Donc, le chef de projet doit juste escalader ce risque ou bien faire monter le risque pour qu'il soit géré à un niveau supérieur. Oui, allez, David, le deuxième élément, vous avez dit que vous avez deux. Oui, c'est par rapport à l'étape d'atténuation du risque. Si nous prenons Oui, par exemple, nous sommes dans le contexte Covid, est-ce oui. que les actions qui se sont mises en place, on peut les considérer comme des actions d'atténuation du risque? Alors, en général, on doit spécifier quelles sont les actions pour dire, voilà, est-ce que c'est des actions pour atténuer ou c'est des actions juste pour transférer ce risque? On ne peut pas, bien sûr, on ne peut pas l'éviter. Par exemple, c'est le gouvernement qui va gérer celui-là, il ne peut pas juste l'escalader. Mais comme quoi, comme action, par exemple, si vous pouvez juste prendre un exemple d'un projet, voilà l'impact de la COVID, et voilà l'action qui est menée. Là, on peut dire, voilà, est-ce que c'est une action d'atténuation ou c'est une action de transfert ou d'acceptation, etc. Parce que si vous parlez en tant que le gouvernement qui gère la crise au niveau du pays, c'est pas la même chose que vous parlez comme un chef de projet que la COVID a impacté l'avancement de votre projet. Vous comprenez ce que je veux dire? Saisi, merci beaucoup. Parfait. Alors, éviter un risque est différent d'atténuer un risque, à mon sens. Oui, effectivement, éviter le risque et atténuer le risque, c'est deux choses différentes. Éviter le risque, c'est une réponse qui nous permet d'éliminer entièrement la menace. Souvenez juste de l'exemple d'un trajet en voiture. Donc, pour éliminer entièrement la menace de faire un accident, je prends l'avion. Donc, j'ai changé ma planification pour le trajet d'un trajet en voiture à un trajet en avion. Donc, j'ai éliminé entièrement la menace de faire un accident en voiture. Par contre, atténuer, si on veut prendre le même exemple, une action pour atténuer ce risque d'accident, qu'est-ce que je peux dire? Par exemple, la probabilité, je peux réduire la probabilité. Donc, je vais amener avec moi un deuxième chauffeur. D'accord? Donc, un deuxième conducteur. Donc, on sera deux à conduire pendant la route. Ça va réduire la probabilité de faire l'accident, par exemple. D'accord? Donc, c'est deux stratégies différentes. Atténuer, éviter, c'est deux stratégies différentes. Est-ce que c'est clair entre les deux, la différence entre les deux? Oui, Camara? Alors, D'accord. Je pense que vous avez dit tantôt que lorsqu'on a fini d'identifier, par exemple, les risques, on procède un peu à la planification de comment on pourrait apporter des réponses à ces risques identifiés. Et il Mhm, y a un coût qui est déterminé dans ce sens-là et qu'on ajoute au budget global du projet. Je voulais savoir, mhm, parce que tout cela s'est fait avant la survenue des risques et on est en train déjà de déterminer, disons, les différents aspects des mhm, réponses à donner à chaque risque. Est-ce mhm, que après la survenue déjà du risque, alors qu'on a dans la planification de ces réponses-là, on a déterminé des coûts, par exemple, on pourrait par exemple atténuer tel risque, on pourrait par exemple, euh, disons, mitiguer ou transférer le risque, mais après la survenue, on change, disons, ces stratégies-là qu'on avait préalablement définies. Est-ce que cela mhm. n'impacterait pas les coûts ou le budget déjà planifié par rapport à la réponse aux différents risques? Alors, ici, vous m'avez fait penser à une chose qui est aussi importante, c'est que vous avez dit, ça c'est très important, ce que vous avez dit, c'est que on a calculé les réserves même avant de planifier les réponses. Et ça, c'est très important parce qu'au début, dans la première... Alors, je vais revenir à mon... Est-ce que vous voyez toujours mon écran? C'est comme si j'ai un bug ici.
Moi, je le vois. Ok, parfait. Donc, ce que j'essaie de dire, pour prendre mon écran, donc ici, si je peux revenir à l'étape ici, donc au moment où on estime, alors, c'est ici, au moment où on va identifier nos échelles de probabilité de gravité, et l'échelle va nous dire, voilà, pour chaque risque, par exemple le très élevé, voilà combien, c'est quoi l'impact qu'on estime qui est élevé pour le projet. Ici, on ne parle pas seulement d'un risque en particulier, mais tous les risques qui ont un impact, par exemple, qui dépasse dans ce cas 200 000 USD, c'est un risque, un impact qui est très élevé. D'accord? Donc, le chef de projet, au préalable, va dire, voilà, ça, c'est pas le coût pour gérer le risque ou pour appliquer la réponse. C'est le coût de l'impact sur le projet. D'accord? Ces deux éléments différents. Par exemple, pour le risque qui a un impact plus de 200 000, ça se peut que la réponse c'est 10 000, 2 000, 12 000, etc. Ça, c'est pas le coût pour gérer ou pour appliquer la réponse. Ça, c'est l'impact sur les objectifs. C'est pour cela on a calculé ces éléments avant même de penser aux réponses au risque, avant même de savoir combien la réponse va nous coûter, quelle est la réponse qu'on va prendre. Donc, avant même de faire ces éléments, on a identifié quel est l'impact de cela? Par exemple, un impact qui est modéré, c'est celui entre tel montant et tel montant. Mais ce montant-là, c'est l'impact sur le projet et non pas le coût de la réponse au risque. Est-ce que ça, c'est clair? C'est bien clair, c'est vraiment bien compris. Parfait. Donc, c'est pour ça on a calculé ces éléments de coût même avant de penser aux réponses, même avant de savoir quelles sont les réponses. Par exemple, je dis n'importe quoi, un risque qui est très élevé, qui dépasse 200 000, on va juste l'accepter. Donc, le coût de la réponse, c'est zéro. On va juste l'accepter, on va continuer le projet sans faire des actions planifier des actions pour corriger la situation au cas de la concrétisation. Donc, 200 OK. 000, ce n'est pas le coût de la réponse, mais c'est l'impact, c'est le montant d'impact sur le coût du projet. Oui, docteur, ça c'est bien compris. Parfait? Parallèlement, par exemple, au coût indiqué dans ce tableau-là, Mhm, je pense que lorsqu'on est en train de planifier les stratégies de réponse aux différents risques, mhm. on va toujours, au moment où on est en train de faire le budget du projet, penser à tout ça pour les ajouter. Oui, effectivement, c'est parmi les Voilà, éléments que je vais la ajouter dans question est aussi dans ce sens-là. Oui, c'est parmi les éléments que je disais tout à l'heure, je vais les ajouter ici, c'est la question de réserve. Je vais le détailler plus parce qu'on a plusieurs types de réserves. On a des réserves pour les risques identifiés, des réserves pour des risques non identifiés, etc. Des réserves pour aléas. On a plusieurs types de réserves. Je vais les détailler dans les slides et je vais vous l'envoyer par la suite. Et bien sûr, si jamais il y a une question par la suite, ça me ferait tellement plaisir d'échanger avec vous. D'accord, merci beaucoup. Parfait. Alors, si vous n'avez pas plus de questions pour ce qui est de réponse aux risques négatifs, les risques positifs, ça va être quasiment la même chose, ça va être plus simple à comprendre. Donc, la première, c'est Allô, docteur? escalader. Oui, Allô, docteur? oui, oui, on vous entend. Voilà. Bonsoir à tous et à toutes. Au fait, Mhm. moi, ma Voilà. préoccupation tourne autour de ceux qui disent qui ne risquent rien à rien. Bon, en Mhm. votre qualité d'expert ou de chercheur expérimenté dans le cadre de l'étude des risques, qu'en pensez-vous? Qui ne risque rien n'a rien. Moi, personnellement, et mon collègue Seba peut répondre plus, c'est dans le domaine de l'entrepreneuriat qu'on peut trouver cette expression, celui qui ne risque rien n'a rien, à mon avis. Donc, si par exemple, parce que pour lancer un projet, on risque de réussir comme d'échouer, mais si on n'essaie pas, on ne peut pas le savoir si on va réussir ou non. C'est plus dans ce domaine. Et aussi, tu me corriges, je sais pas si je me trompe, mais dans la Absolument. gestion de projet, c'est plus qu'on planifie nos réponses, plus qu'on identifie nos risques, plus qu'on est sûr de minimiser l'impact des risques sur le projet. Parce que qui ne risque rien n'a rien, c'est lui-même qui n'a rien. C'est pas le projet qui va échouer. Mais il y a des risques. Absolument. Si on n'a Absolument. pas identifié. Oui, allez-y.
Absolument, je suis d'accord avec toi. En entrepreneuriat, on le dit en fait, ben, si on ne participe pas à une compétition, la probabilité de gagner est nulle. Mais si on participe, au moins, on a risqué de participer, on a décidé de participer. Au moins, on peut espérer avoir un Le prix. Mais si risque. on ne participe pas, c'est que le résultat, c'est zéro, quoi. Donc, c'est vraiment en termes d'investissement, quand on doit investir, c'est que si on refuse d'investir, on n'aura pas un retour sur investissement. Ça, c'est zéro. Donc, si on ne risque pas un montant aujourd'hui pour un investi, pour un revenu demain, en ce moment, on ne peut rien, en fait. Merci. Merci. Donc, c'est ça. Bon, pour Merci, les docteur. Oui. opportunités. Merci. Pour les opportunités, donc la première, c'est escalader. Donc, c'est comme les risques positifs dans le cas où le risque se situe hors le périmètre du projet ou l'autorité dépasse le chef de projet. Donc, c'est le même exemple. Le risque doit être géré dans un niveau supérieur. La deuxième, la deuxième stratégie, donc au lieu d'éviter, on va plus exploiter l'opportunité. Donc ça, comment on le fait? L'entreprise va mener des actions pour veiller à la concrétisation de l'opportunité. Donc il va éliminer tout ce qui est incertitude autour de cette opportunité pour s'assurer qu'elle se produise. D'accord? Par exemple, l'entreprise va affecter les meilleures ressources pour saisir cette opportunité, pour justement maximiser les chances que cette opportunité se concrétise. D'accord. Alors, si on prend l'exemple tout à l'heure, on a pris l'exemple de la hausse des prix. Maintenant, on peut prendre l'exemple contraire. On pense qu'il y aura une baisse de prix dans le marché. Donc, l'entreprise peut affecter les meilleures ressources pour négocier le prix avec les fournisseurs. Ça, c'est un exemple. Donc, l'essentiel, c'est que l'entreprise va veiller à la concrétisation de l'opportunité. La troisième stratégie, donc au lieu dans les risques négatifs, on a le transfert. Ici, on a le partage. Donc, c'est le même principe. On va engager quelqu'un de l'externe pour partager le risque avec cette personne. Par exemple, dans une demande de subvention, on peut transférer ce dossier à un expert ou un chercheur dans tel domaine qui va nous aider à rédiger les demandes ou à faire l'ensemble des étapes nécessaires. Donc, l'essentiel, c'est que l'entreprise, le chef de projet va transférer, va partager l'opportunité avec un tiers externe ou bien interne, bien évidemment. Celle-là qui va aussi créer un petit peu de la confusion avec la stratégie passée, mais là, au lieu juste d'exploiter l'opportunité, on va améliorer. Donc, comme tout à l'heure, on a atténué, on a ciblé on a ciblé les causes, la probabilité, l'impact. C'est la même chose ici. On va utiliser, et cette stratégie est utilisée pour accroître la probabilité ou l'impact. Si on ne peut pas agir sur l'un des deux, on va cibler l'autre. D'accord? Par exemple, si on prend comme exemple, tout à l'heure, je disais, dans un projet de développement, il y a une nouvelle technologie qui apparaît sur le marché. D'accord? Donc, le chef de projet, qu'est-ce qu'il va faire? Il va former des équipes pour être capable d'utiliser cette nouvelle technologie. D'accord? Donc, on a amélioré l'impact de l'arrivée de cette nouvelle technologie. D'accord? C'est des actions que le chef de projet d'entreprise va mettre en place pour s'assurer qu'on utilise, on exploite ce risque le maximum possible. On fait des actions pour bénéficier de l'avantage associé à ce risque au maximum possible. Et bien sûr, la dernière sera également accepter le risque. Donc, comme l'acceptation des risques négatifs, on peut accepter les risques positifs. Dans le cas où c'est des risques non prioritaires, c'est des risques qui ont un impact faible, ou seulement l'entreprise ne veut pas, ou le chef de projet ne peut pas investir dans des actions pour gérer ce type de risque. Ça va, des questions? Oui, question, docteur. Oui, allez-y. Et c'est justement au niveau de la première stratégie de risque Oui, positif, où on parle d'escalader. oui. Je voulais que vous donniez un exemple de risque positif où on peut escalader le risque.
Alors, comme je disais tout à l'heure, l'exemple qu'on a pris la hausse des prix ou la hausse des prix, on a pris l'exemple contraire, la baisse de prix. Par exemple, un projet, on va simplifier les choses, un projet qui coûte 100 000 et avec une baisse de prix qui est attendue sur le marché, ça va impacter le coût des matières premières. Le projet va coûter au total 90 000. D'accord? Mais la marge manœuvre du chef de projet est juste 5%. Donc, moins 5% plus 5%. Mais l'impact de ce risque est 10%. D'accord? Donc, le chef de projet ne peut pas juste prendre la décision, qu'est-ce qu'il va faire de l'argent qui reste, ou il ne peut pas juste prendre telle décision, elle va l'escalader à un niveau supérieur pour que le risque soit géré à un niveau supérieur. Pour l'exemple d'un risque qui est situé hors le périmètre, on prend l'exemple d'un programme qui est constitué de 3 projets différents. D'accord? On a projet A, B, C qui constitue un programme. Donc, les risques de projet A vont impacter probablement le projet B. Mais les risques de projet A sont situés hors le périmètre du projet B. D'accord? Donc, ce genre de risque aussi, il doit être géré à un niveau supérieur qui est, par exemple, le responsable ou le directeur de programme. Parce que c'est un risque qui est situé hors le périmètre du projet B. Ça Ok, va? merci, merci. Parfait. D'autres questions? Alors, si vous n'avez pas d'autres questions, là, je vais revenir à la matrice qu'on a vue tout à l'heure. Donc, c'est parmi les outils à la fin qu'on a identifié le risque, on a identifié la réponse, on va positionner les risques dans la matrice. Et ça va nous, par exemple, on a positionné le R1 ici, le premier risque. On fait des actions de prévention pour réduire la probabilité ou des actions de protection ou de secours pour réduire la gravité. Ici, on voit 3 zones. Par exemple, ici, on a les zones des risques acceptables. Par exemple, un risque qui est improbable à un impact mineur. C'est juste, on va pas prendre on va pas prendre, non, je vais ajouter mon pointeur. C'est juste, on va pas prendre de mesures pour le gérer. Les risques qui sont situés dans la zone rouge, notre objectif, c'est de réduire la gravité et de réduire la probabilité pour qu'il se situe soit dans la zone blanche ou la zone verte. Et les zones qui sont, les risques qui sont situés hors cette matrice, donc c'est les risques qui sont inacceptables pour le projet, et ça risque d'arrêter carrément le projet. Donc l'objectif de la matrice, c'est de passer de ce modèle ici à cette deuxième matrice, donc de déplacer le risque, le R1 à R' en faisant des actions de protection, et de R' à R second ici, en faisant des actions de prévention. Bien évidemment de se baser sur les deux axes, la probabilité et la gravité. Ça va jusqu'à l'instant pour continuer. Il ne reste pas grand-chose. On va continuer. Donc, ici, durant l'exécution, donc si vous vous souvenez, on avait 7 processus. Les 5 premiers, c'est des processus de planification. Ensuite, l'exécution et finalement la maîtrise. On a ce qu'on appelle, on doit tenir, le chef de projet ou l'équipe de risque doit tenir à jour le registre des risques. Donc, comme ce qu'on a vu au début, le chef de projet peut utiliser les archives pour identifier de nouveaux risques. C'est effectivement l'objectif de cette étape, donc pour des projets futurs ou pour garder aussi la traçabilité. Ce registre de risque, généralement, le fait sous forme d'un tableau. On va identifier le risque. On doit lui donner une description, c'est quoi, il s'agit de quoi. Si on a des catégorisations, on va les catégoriser, par exemple des risques techniques, des risques liés à l'environnement, des risques liés à l'organisation, etc. Probabilité et l'impact. La stratégie de réponse, donc par exemple, oui, on va faire atténuer le risque. Qu'est-ce qu'on va faire pour l'atténuer? Ça, c'est le plan de réponse. On va prendre telle action, telle action, telle action, etc. C'est le plan de la réponse. Et finalement, le responsable de risque ou le propriétaire de risque, c'est c'est la personne ou l'unité qui est chargée de suivre les éléments déclencheurs des risques et de suivre l'exécution des réponses et leur contrôle par la suite. Donc, généralement, sous forme d'un gros tableau qui va nous résumer ces éléments. Et le dernier processus dans cette étape, c'est la maîtrise du risque. Donc, une fois que j'applique une réponse, je dois suivre les réponses exécutées. Pourquoi? Ça se peut que ma réponse va engendrer un risque secondaire.
D'accord? Si je ne fais pas le suivi, je ne peux pas faire une réponse au risque secondaire. Je vais également suivre les éléments déclencheurs. Les éléments déclencheurs, comme je disais tout à l'heure, à partir de quel moment je dis que voilà, le risque est présent maintenant. Si on prend l'exemple de la COVID, chaque pays avait ces éléments déclencheurs. Est-ce que l'arrivée de premiers patients sur le territoire, est-ce que c'est quand on va détecter un nombre de patients sur 100 000 habitants, est-ce qu'après le décès de premiers patients, etc. C'est différents éléments déclencheurs. À partir de cet élément, on va dire, voilà, le risque maintenant est présent. Et bien sûr, on va suivre le développement des risques. Au fur et à mesure de l'avancement, on va identifier de nouveaux risques. C'est pas juste la première liste qui va rester tout au long du projet. Il y a des risques qui vont s'ajouter, il y a des risques qui vont s'écarter de la liste. Et finalement, on va évaluer la performance de la gestion de risque. Est-ce que on apporte des solutions qui sont efficaces ou non? Bien sûr, sans oublier que l'élément que je voulais dire, c'est que ce groupe de processus qui est comme ça, de cette étape, c'est pas un processus juste linéaire qu'on commence au début du projet et on le termine à la fin du projet. On peut le considérer comme un processus circulaire ou un processus continu. Pourquoi? Parce que, par exemple, l'étape d'identification de risque, au fur et à mesure du projet, on peut exécuter ce processus. Par exemple, on a identifié 20 risques au début, mais après 2 mois, on peut identifier d'autres, on peut éliminer d'autres risques. Donc, c'est pas juste un processus qui est linéaire, mais c'est un processus qui est en continu, un processus qui est circulaire, d'accord, qui s'exécute tout au long de projet. Donc, avec ça, je ferai ma conclusion en disant que la gestion de risque, comme je disais au début, c'est un composant essentiel de la gestion de projet. C'est parmi les 10 domaines de connaissances qui sont identifiés par le PMBOK. Donc, c'est quelque chose de très important pour la réussite de projet. Comme on a dit tout à l'heure, également la gestion de risque, c'est 7 processus. 5 parmi les 7 sont basés sur la planification. Et aussi, une petite parenthèse concernant la planification, si par exemple vous regardez le PMBOK, la version 6, pardon, la sixième, au total, on a 49 processus et 24 parmi les 49 sont des processus de planification. D'accord? Donc, vous comprenez l'importance de la planification dans la gestion de projet en général et automatiquement de la gestion de risque en particulier. Et finalement, parmi les éléments qui sont importants également, c'est que le chef de projet ou l'équipe de risque doit tenir à jour la matrice des risques parce que c'est le moyen de suivre l'évolution des réponses, les conséquences de chaque risque, le positionnement de la gravité et de l'impact de chaque risque. Et avec ça, je vous remercie beaucoup pour l'invitation, pour votre écoute, pour l'échange. J'ai beaucoup apprécié vos questions, les échanges, et je vous laisse également quelques références aux besoins. Merci, et si jamais il y a des questions, ça me ferait tellement plaisir. OK. Merci beaucoup, Emad. Ça fait plaisir que tu te sois rendu disponible pour être avec nous cet après-midi et cette nuit du côté de la Guinée pour justement aborder cette notion intéressante qui est la planification des risques. En tout cas, j'espère que tous les participants sont d'accord avec moi ou alors se joignent à moi pour dire merci ou en tout cas, je vais laisser les délégués eux-mêmes présenter leurs remerciements pour ce qui a été présenté aujourd'hui. En tout cas, merci infiniment de s'être rendu disponible pour nous autres. Ça me fait tellement plaisir et Ouais, si jamais il y a quelque chose d'autre, ça me fait tellement plaisir d'échanger avec vous et discuter avec vous. Et ouais, merci OK. aussi pour l'invitation, Seba. Et Merci, félicitations encore. merci, cher ami. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Merci beaucoup, monsieur. Permettez-nous vraiment de vous remercier et encore de Merci vous à vous aussi. féliciter pour la qualité de l'enseignement reçu. Je pense qu'au nom des collègues en ligne, tous ces participants, nous vous exprimons toute notre satisfaction et vous souhaitons vraiment bonne chance pour la suite de votre aventure. Merci à Merci vous beaucoup. et encore une fois, nous vous remercions et nous serons reconnaissants. Et remercions encore notre éminent docteur, M. Siba, pour nous avoir amené une telle matière grise. En tout cas, merci à vous.
nous sommes vraiment satisfaits. Merci.